Dimanche 27 octobre 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. L'invité du dimanche sur la télévision Labari reprend ses droits. Il reçoit ce soir le secrétaire général du syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, M. Moukela Halidou. M. Lézier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari pour parler des questions en lien avec le secteur de l'éducation primaire notamment. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. Mobiliser des ressources endogènes pour financer l'assainissement dans la commune rurale de Ourno, c'est dans la région de Tawa. C'est à cet exercice que se sont adonnés ce matin le réseau nigérien des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA, la commune rurale de Ourno elle-même et l'ONG internationale WaterAid. Une rencontre a eu lieu en effet à cet effet ce matin au niveau de Africa Hall. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. C'est une rencontre d'une importance capitale pour la population de la commune rurale de Ourno et alentour, c'est dans la région de Tawa. En effet, il s'agit pour les initiateurs de cette table ronde de mobiliser les ressources endogènes en faveur de l'assainissement dans la commune rurale de Ourno, d'où cette présence massive des ressortissants de cette localité. Nous avons de l'argent, nous avons des commerçants qui prélèvent la zakat chaque année. Tout ça, là, c'est des fonds qui peuvent être utilisés pour financer des projets. En tant que commerçant, j'ai gagné du marché de l'État. Ça ne me dit absolument rien de sortir 1% dans le ce que j'ai gagné pour financer le développement de ma commune. En tant que fonctionnaire, je gagne 50 000. Je peux dédier 1 000 francs chaque fin du mois pour aider ma commune. Parce que si on a réussi, on a été soutenu par les impôts des parents des autres. C'est d'autres personnes qui ont payé les impôts à l'État pour que l'État puisse avoir des ressources, nous payer la scolarité, nous payer les installations sanitaires, nous donner de l'eau à boire jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui comme ça. Et nous sommes obligés d'être redevables. Une initiative soutenue par WaterAid. Nous avons testé la mobilisation de ressources au niveau de nos communautés, voire identifier des communes spécifiques et voir comment on peut engager un processus qui permet à ceux qui ont eu la chance, à ceux à qui Dieu a donné un petit pouvoir, que ce soit économique ou autre, que l'autre n'a pas pu avoir, lui aussi de pouvoir contribuer à faire en sorte que l'autre qui n'a pas eu un certain moyen comme lui puisse en bénéficier. Le maire de cette commune rurale de Ourno se réjouit du choix de sa commune pour bénéficier des infrastructures d'hygiène et d'assainissement. Cette approche consiste à changer des paradigmes. C'est un financement toujours attendu à l'extérieur pour amener les membres de la communauté à contribuer au financement de l'assainissement de leur localité et être des véritables ambassadeurs de leur propre développement. C'est notre commune qui a l'honneur d'accueillir la 3e phase de cette approche à travers cette table ronde qui marquera le début d'un engagement fort de tous. Pour sa part, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement encourage les initiateurs car l'idée est salutaire. Votre engagement à participer à cette table ronde est plus qu'une responsabilité totale. À soutenir votre commune dans le financement de projets de promotion des questions d'hygiène et d'assainissement. Chaque contribution, de quelque nature que ce soit, ou numéraire, dans l'optique d'atteindre cet objectif, sera un succès de votre part, car les filles et fils de votre commune en seront fiers. Sur place, les participants à cette table ronde ont pris des engagements et certains ont même donné leur contribution en faveur de cette approche qui est à sa 3e phase, car elle intervient après celle de Soukoukoutane dans le département de Douti, région de Dosso, et Sinder dans la région de Tilaberi.
La plateforme internationale des jeunes entrepreneurs d'Afrique, PIGE Afrique, organise depuis ce matin à Niamey une rencontre des jeunes entrepreneurs de 4 pays de la sous-région ouest-africaine, Bénin, Niger, Togo et Mali. Elle a pour objectif de fédérer les actions des différents jeunes porteurs de projets pour une meilleure action collective. Je propose de suivre le résumé de la cérémonie d'ouverture de cette rencontre avec toujours nos reporters Aboubakar Souley et Hassan Saleh Mustafa. C'est un cadre d'émergence de jeunes entrepreneurs africains et nigériens en particulier qui vient d'être créé à travers cette première édition du cadre d'échange de promoteurs et jeunes porteurs de projets venus de 4 pays de la sous-région et de l'intérieur du pays. Cette rencontre est le fruit des réflexions menées à travers la plateforme internationale des jeunes entrepreneurs d'Afrique, PIGE Africa, mais aussi la détermination sans faille des membres de PIGE Africa du Niger de faire de cette plateforme un cadre d'émergence des jeunes entrepreneurs d'Afrique. Les jeunes entrepreneurs que nous sommes rencontrons d'énormes difficultés de la création au développement de nos entreprises qui souvent ne sont connues que par les services fiscaux de l'État. Ces difficultés, on peut citer entre autres le non-accès aux services bancaires, le compte, obtention du crédit, les accès aux moyens de paiement électronique, manque de cadres nationaux de promotion des entreprises des jeunes. Il s'agit à travers cette plateforme de créer les conditions pour faire la promotion des jeunes porteurs de projets. Nous devons mener un plaidoyer pour que l'actuelle session budgétaire qui se tienne à l'Assemblée nationale puisse prendre en compte les préoccupations des jeunes entrepreneurs et plaider ensemble pour qu'une fiscalité appropriée soit réservée aux jeunes entrepreneurs que vous êtes. Parce que les statistiques sont là, elles parlent d'elles-mêmes et elles ont démontré que 70% des entreprises des jeunes ne fêtent pas leur premier anniversaire. Une chose est de faciliter la création des entreprises pour les jeunes, mais une autre et d'assurer leur pérennité. Dans cette démarche, la plateforme internationale des jeunes entrepreneurs est soutenue par le ministère de l'entrepreneuriat des jeunes. Soyez donc rassurés, Monsieur le Président du PIGE Africa, du soutien ferme du ministère de l'entrepreneuriat des jeunes, de tout ce que vous entreprenerez comme activité tendant au renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs par rapport aux défis qui s'opposent à eux, car cela cadre parfaitement avec le programme de renaissance, acte 2 du président de la République, chef de l'État, son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, et s'inscrit dans la logique de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat des jeunes adoptée par le gouvernement en Conseil des ministres récemment. La plateforme internationale des jeunes entrepreneurs d'Afrique, PIGE Africa, est née à la sortie du Forum international jeunesse et emploi vert tenu à Niamey du 27 au 30 mars 2018. Les jeunes encore, on en parle, ceux regroupés au sein de l'ONG dénommée Jeunes Volontaires pour l'Environnement ont organisé ce matin une opération de salubrité au niveau du centre de santé intégré de Saga. C'est dans le 4e arrondissement communal de la ville de Niamey. Les détails avec nos reporters Halidou Brema et Hamza Sakou. En plus des multiples efforts déployés par les autorités en charge de l'environnement, il existe des jeunes volontaires pour l'environnement qui, dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la campagne de mobilisation et d'engagement citoyen de la jeunesse, ont organisé une opération de salubrité dans le centre de santé intégré de Saga et ses alentours. Ça fait valablement 4 mois jour pour jour que chaque fin de mois nous choisissons une localité, un arrondissement communal au niveau de Niamey pour effectuer cette activité de salubrité, suivie bien sûr d'une sensibilisation au niveau des riverains de là où on a fait la salubrité afin qu'ils puissent maintenir l'endroit propre. Donc cette campagne-là, ce n'est pas seulement au niveau de Niamey que nous l'effectuons, il y a aussi la région de Tillabéri et aussi une commune de la région de Tawa, notamment Ournou, c'est dans le département de Madawa. Donc au niveau de ces
localités là, nous effectuons les mêmes activités chaque fin du mois, notamment les salubrités suivies des sensibilisations. Et la nuit aussi, on cherche des fadas au niveau desquels on continue les échanges pour les promotions, donc des questions d'hygiène. Vous savez, les jeunes, quand ils sont véritablement engagés, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et c'est là nous sommes en train de le montrer par cette mobilisation. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est plus de 100 personnes qui se sont réunies de plusieurs structures des quartiers ici de la région de Niamey et qui se sont donné rendez-vous ici au niveau de la commune 4, notamment le CSI Saga, pour effectuer cette activité. Cette activité est organisée en collaboration avec le WaterAid et la participation du ministère de la Santé publique. C'est une opération louable. Je dirais même très louable, parce que qui parle de la santé, la propreté, la salubrité, ça fait partie des domaines privilégiés de la santé. Donc si nous rendons le cadre des soins très propre, ça veut dire que déjà les malades qui viennent, ils se retrouvent satisfaits du fait de voir l'environnement là où ils doivent être soignés est très propre. Donc en ce sens que nous ne pouvons que saluer cette opération de JVE qui a bien voulu aujourd'hui organiser au niveau de CSI Saga. On encourage très sincèrement la jeunesse et que ça ne soit pas pour une première ou une seconde fois et qu'il y ait d'autres jeunes aussi qui s'associent, que ce soit au niveau de CSI, au niveau des hôpitaux districts et même au niveau de CHR, des centres hospitaliers régionaux et même au niveau des hôpitaux nationaux, que la jeunesse s'organise et de temps en temps apporte un coup de main à la salubrité au niveau de ces formations sanitaires. Enfin, tous les jeunes ont le devoir de s'engager pour un environnement sain, débarrassé de tout ce qui peut nuire à l'existence. Un mot de politique avant notre invité pour parler du 3e congrès statutaire du parti Union pour la démocratie et le progrès, l'UDP Amitié. Les assises donc de ce 3e congrès se sont ouvertes autour de la thématique éthique de la responsabilité politique. Le résumé de la cérémonie d'ouverture avec nos reporters Chebou Guisso et Adam Soumana. Les militantes et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès, UDP Amitié, venant de 8 régions du pays, se retrouvent ainsi pour les assises de leur formation politique en présence d'un huissier de justice. Occasion pour le président du bureau politique national UDP de brosser un tableau sombre de la situation sociopolitique du pays. Notre congrès se tient à un moment où notre pays est confronté à plusieurs difficultés de tous ordres. C'est pourquoi nous vous invitons à persévérer dans votre détermination, votre courage et votre patriotisme, pour qu'ensemble, dans la lutte que nous menons, nous puissions sortir vainqueurs grâce à l'effort et à la sagesse de tous. Aussi, conscients de l'impérieuse nécessité d'unir nos forces, nous vous invitons par la même occasion, toute la classe politique, de l'opposition, la vraie société civile, les vraies centrales syndicales, autour d'une plateforme commune afin de sauver notre pays du naufrage socio-politique et économique dans lequel il est maintenant plongé. Au président de ce parti qui prend l'honneur et la dignité de poursuivre son intervention en édifiant les militants sur le choix du thème de la présente rencontre. Le thème de notre congrès, c'est l'éthique de la responsabilité politique. Cette responsabilité qui ne désigne pas l'exigence morale issue de la liberté d'assurer les conséquences de nos actes passés, mais celle de prévenir, dès maintenant, les effets dans le futur de nos actions présentes. Chaque citoyen a son mot à dire sur la concession et la gestion de la chose publique. La politique est l'affaire de tout le monde, car la possibilité du salut du citoyen nigérien ne réside pas dans une quelconque réforme des institutions politiques. Elle se trouve avant tout dans une révolution existentielle de chaque membre de la société. Le débat qui doit se dérouler entre acteurs politiques doit être porté sur la question de savoir dans quelle mesure peut-on avoir une éthique de la responsabilité politique entre notre pays et ses dignes fils, entre un parti politique et ses militants, entre une famille politique et les membres de cette famille. Après tout, ce dont le Niger a besoin aujourd'hui, c'est d'une société politique consciente où on se protège mutuellement, on s'instruit ensemble, on s'organise pour mettre à l'abri les générations à venir de tous les maux. Ce 3e congrès statutaire a servi de tremplin à l'IDP Amitié de réaffirmer son appartenance au FDR et à œuvrer pour avancer ou périr toujours dans l'honneur et la dignité.
Nous en venons donc à notre invité, comme annoncé au début, c'est M. Moukela Halidou. Il est le secrétaire général du syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Monsieur Legier, à nouveau, bonsoir et merci donc d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. La rentrée scolaire et académique a eu lieu donc pour la rentrée scolaire, notamment au niveau du primaire, le 1er octobre dernier. Alors, 27 jours après, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'effectivité de cette rentrée au niveau du primaire notamment? Merci, monsieur Abdelrazak. Je voudrais profiter de votre micro pour présenter nos condoléances à la presse nigérienne suite au décès de votre collègue Issa Mustafa. Merci. Du groupe Dunia. Que Dieu l'accepte dans son paradis éternel. Amen. S'agissant de la question de la rentrée scolaire 2019-2020, parler de cette effectivité pose encore plusieurs interrogations. Vous savez que nous l'avons toujours dit, ça fait un long moment. C'est vrai que le pouvoir public décide des rentrées, mais pensant pouvoir faire ou parler d'une effectivité de la rentrée, il faut encore attendre plusieurs semaines. 27 jours après cette rentrée, intervenue le 1er octobre, je dois vous dire que probablement et visiblement, en dehors des centres urbains, il y a plusieurs localités dans lesquelles on ne peut même plus parler de rentrée parce que les conditions minimales qu'on devrait réunir pour parler de rentrée n'ont pas été réunies à son temps. Notamment quand vous prenez, lorsqu'on doit parler de rentrée, il faut d'abord qu'il y ait certainement une école. Il y a l'école, il y a les classes. À la date d'aujourd'hui, même dans la capitale Niamey, les classes payotes qui devraient être construites n'ont pas été construites. On ne parle pas en tout cas de ce qui concerne l'intérieur. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on parle de rentrée, il faut qu'il y ait l'enseignant. Et vous avez vu que les enseignants, 2 semaines, 3 semaines après la rentrée, n'ont pas eu leur salaire du mois de septembre. Pour la plupart, je parle là des enseignants contractuels qui constituent le gros lot des enseignants qui sont sur le terrain. Si 3 semaines après la rentrée, ils n'ont pas eu leur pécule, leur permettant même après les vacances d'effectuer le déplacement pour regagner leur poste, voyez-vous que ça pose problème. Les paiements des pécules étaient intervenus cette semaine. Donc vous comprenez que pour beaucoup d'enseignants, ils ne peuvent pas, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas, même s'ils veulent se déplacer, ils n'ont pas la possibilité de se déplacer pour regagner leur poste. Et à cela s'ajoute également cette question des affectations intervenues également. C'est vrai, il y a eu une vague avant la rentrée, mais il y a encore eu des affectations après la rentrée, ce qui crée encore un problème. En bourse, si nous devrons ramener cette question d'effectivité, vous savez que rien que la semaine passée, il y a encore eu quelques gouttes de pluie à l'échelle nationale. Tant que les travaux champêtres ne sont pas finis, on ne peut pas parler de rentrée parce que les paysans ne laissent pas leur champ pour venir en ville et lorsqu'ils ne sont pas dans leur village, les enseignants, même s'ils sont sur place, ils n'ont pas les élèves pour en tout cas faire cette rentrée. Donc visiblement, il faut dire que la rentrée a eu lieu, mais parler d'effectivité de la rentrée, c'est trop dire parce que le gouvernement lui-même aujourd'hui ne peut pas parler d'effectivité parce qu'il sait qu'il n'a pas mis les conditions pour que la rentrée puisse être effective. Les cahiers qui doivent être donnés aux élèves, c'est-à-dire je parle des fournitures, vous avez vu que c'est le reliquat de l'année 2019 qu'on a pris pour donner en tout cas aux élèves. Les dotations telles que ça a été annoncé, ce n'était pas ce que les élèves ont eu. À peine les élèves ont eu un cahier et vous avez vu au niveau du secondaire la difficulté que nous avons eu avec ce fournisseur qui a donné les cahiers avec problème. On a demandé de retirer, les cahiers ont été retirés, mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouvelles dotations pour remplacer ces cahiers-là. Donc voilà un peu le climat dans lequel je peux parler de rentrée. Mais également, il y a un autre aspect que je dois ramener ou je dois dire qui fait freiner un peu cette rentrée, ce sont les innovations au niveau du ministère de l'enseignement primaire. Après la rentrée, le ministère a mis une bonne partie des enseignants, pour ne pas dire l'ensemble des enseignants qui sont sur le terrain, en formation de 48 heures pour les informer, parce que je ne peux pas dire former en 48 heures le nouveau programme. Oui, effectivement, le programme rénové. Donc, ça crée encore un autre frein par rapport effectivement à cette
cette question d'effectivité, puisque cette formation est intervenue également 2 semaines après la rentrée, où on a même demandé aux enseignants d'arrêter tous les cours qu'ils sont en train de faire jusqu'à, en tout cas, eux-mêmes maîtriser le nouveau programme afin de pouvoir l'enseigner. Donc, à la date d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a eu rentrée parce que nous ne décidons pas de la rentrée, mais l'effectivité de la rentrée pose encore, en tout cas, beaucoup de problèmes. Alors, vous avez bien fait d'évoquer cette question du nouveau programme. Les autorités du ministère ont en effet annoncé une réforme du programme, c'est-à-dire elles ont plutôt décidé d'abandonner le programme qui était jusqu'ici enseigné pour revenir à un ancien programme. Dites-nous davantage qu'est-ce que cela signifie véritablement, et puisque, comme vous l'avez dit, c'est seulement 2 semaines après la rentrée que les enseignants, ceux qui sont chargés donc d'exécuter ce programme, ont eux-mêmes été formés. Oui, Monsieur Razak, vous savez, ça fait partie des difficultés de notre système, et c'est pour ça que la qualité, tant prônée, tant cherchée dans le secteur de l'éducation, est aussi problématique, parce que vous ne pouvez pas vouloir, en tout cas, faire des innovations, rénover des programmes et ne pas mettre en tout cas en relief ce moteur du système éducatif qu'est l'enseignant. Vous ne pouvez pas décider à la place de quelqu'un, il faut les impliquer dans en tout cas les cadres de formation. Si vous vous rappelez, sur ce même plateau, il y a 1 an ou 2 ans même de cela, nous avons dit que par rapport à la question de la qualité, les contenus d'enseignement causent problème. Les contenus que nous avons dans les documents, ça cause véritablement problème. Et voyez-vous que c'est 2 ans ou 3 ans après que le ministère le comprend. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que en voyant le programme rénové dont parle le ministère de l'enseignement primaire, j'avoue que j'ai mal parce que je me rends compte que nous avons accusé 30 années, je dis bien 30 années de retard par rapport au programme que nous on nous a enseigné, que nous avons connu avant les années 90. Donc c'est ce programme qu'on ramène aujourd'hui. Quand on parle de programme rénové, c'est ce même programme qu'on a ramené, qui est en train d'être revu un tout petit peu, et c'est ça qu'on va finalement enseigner dans nos écoles primaires. Donc en clair, c'est le programme d'avant les années 90. C'est le programme d'avant les années 90. Vous savez que avant les années 90, c'était quoi? C'était les syllabeurs qu'on faisait. Et après, on nous a amené le nouveau programme où, du coup, quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec les lettres d'alphabet, on lui donne des mots à prononcer pour chercher à détecter une lettre. Donc aujourd'hui, c'est cet ancien programme-là qu'on amène et qu'on pense être aujourd'hui le meilleur programme. Si c'est le meilleur programme, c'est bon pour nous, mais la manière dont ça a été fait est aussi critique, parce que vous ne pouvez pas, pendant les 3 mois de grandes vacances que nous avons eu, ne pas pouvoir mettre en relève ce temps pour dire aux enseignants et même le corps d'encadrement que voilà le programme qui va être mis en œuvre et associer les partenaires pour dire voilà, en tout cas selon nous, après plusieurs réflexions, après plusieurs études, voilà ce que nous avons détecté comme difficulté et voilà le programme que nous voulons enseigner à partir d'octobre 2019. Et en ce moment, on crée les conditions de pouvoir en tout cas mettre ça à la disposition des enseignants. Mais ce n'est pas à partir de la rentrée qu'on va prendre en 48 heures. Aujourd'hui, quelle formation on peut donner à un enseignant pendant 48 heures pour tenir des élèves pendant 1, 2, 3, plusieurs années? Je pense quand même qu'il y a véritablement un problème à ce niveau-là et nous disons encore que nous sommes disponibles pour accompagner le gouvernement tel que c'est ça, la qualité qu'on est en train de chercher, mais il va falloir que les partenaires puissent être respectés, qu'on puisse aussi mettre les enseignants devant en tout cas ces différentes situations-là. Lorsque l'enseignant qui est le moteur du système n'est pas impliqué, lorsque l'enseignant n'est pas considéré, et d'ailleurs la question de la qualité, ce n'est pas seulement le contenu. Lorsque quel qu'en soit le contenu que nous avons, et si les enseignants ne sont pas dans les conditions de pouvoir travailler, ça revient en cas, je ne dirais pas à zéro, mais ça va aller en pas de caméléon. Parce que un enseignant qui fait 1 mois, qui n'a pas de salaire, un enseignant qui fait 2 mois, qui n'a pas de salaire, avec quelle morale, même s'il il maîtrise le contenu d'enseignement, avec quelle morale cet enseignant-là sera devant les élèves? Donc voyez-vous qu'il y a véritablement tout un dispositif à mettre en place pour que ce nouveau programme qui nous aide
encore imposé parce que c'est de l'imposition. Nous savons pertinemment que nous ne faisons pas de la cogestion, mais le bon sens voudrait qu'en tant que partenaire, qu'on nous associe par rapport en tout cas à ces différentes réformes-là et de la mise en œuvre de ces réformes pour que nous ne puissions pas avoir de difficultés. Voilà qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à plusieurs difficultés. Les séances de formation de 48 heures à l'intérieur du pays avaient causé véritablement de problèmes. Lorsque, pour même le déplacement, on donne 1000 francs pour quelqu'un qui doit faire en tout cas 100 km pour venir au chef-lieu de département pour suivre la formation, on leur donne 1000 francs de déplacement. C'est véritablement un problème qu'il y a eu. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il est bon qu'on se dise que ce programme, on peut se l'approprier, mais à condition que nous revenons et que nous décidions ensemble sur les conditions de sa mise en œuvre. Alors, si on vous comprend bien, c'est comme si vous-même, partenaire, vous avez découvert ce nouveau programme et on vous a vu quelques jours, ou en tout cas quelques jours avant cette rentrée, pourtant rencontrer le ministre. Est-ce qu'au cours de cette rencontre, par exemple, vous n'avez pas été tenu informé de ce que, voilà, le nouveau programme que nous allons mettre en exécution cette année? Oui, mais merci, M. Abdelrazak. Voyez-vous même les rencontres que nous avons eues avec le ministère de l'enseignement primaire. Nous, en tant qu'organisation syndicale, avant la rentrée, c'est-à-dire en mi-septembre, nous avions adressé une correspondance avec plusieurs points énumérés où nous avons dit au ministre il va falloir qu'on se retrouve pour que, même s'il y a la rentrée le 1er octobre, qu'on ne puisse pas commencer cette rentrée avec des perturbations et que si on a une rentrée, il faut que la rentrée puisse être stable et avoir une accalmie durable durant toute l'année scolaire 2019-2020. Donc c'est en ce sens que nous avons écrit et nous l'avons rencontré sur plusieurs points, notamment la question du paiement à temps, la question du Niger Post, la question du recrutement à la fonction publique. Mais en amont, je dois dire que le ministère, effectivement, en divers, nous a parlé de ce programme parce que ça ne fait pas partie des points que nous avons écrits, puisque nous ne le savons pas. Nous ne le savions pas avant d'aller à la rencontre. Donc c'était en marge de cette rencontre que nous a dit, effectivement, même par rapport au contenu, ils sont en train de voir et qu'au moment opportun, ils allaient nous associer. Voilà, je le prends au mot, c'est ce qu'il nous a dit. Mais malheureusement, nous n'avions pas été associés et nous avons découvert ça sur le terrain. Mais ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est que quand il y a une rénovation, lorsqu'il y a, en tout cas, ce genre de choses, il faut toujours vous dire que vous êtes obligé de travailler avec les partenaires et vous êtes obligé d'associer les enseignants dans la mise, parce que c'est eux qui font la mise en œuvre. Et lorsque quelqu'un ne s'approprie pas d'un contenu, la mise en œuvre sera difficile, sera problématique. Donc nous pensons quand même qu'il n'est pas encore tard, puisque nous sommes déjà, même si nous avons déjà perdu un mois, le mois d'octobre est déjà fini puisque les salaires d'octobre ont commencé, même si c'est seulement, comme je l'ai dit, cette semaine que les pécules ont été payés. Il faut qu'on se dise que les pécules du mois d'octobre également non, il ne faut pas nous amener en fin novembre, mais il faut les payer en même temps que ces salaires qui sont en train d'être payés. Donc pour dire qu'en réalité, c'est pas que nous condamnons, c'est pas que nous contestons, mais nous disons que le ministère a failli du fait que dans la démarche, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui imposer un programme aux enseignants, un programme dans le système sans pour autant associer ceux qui sont les vrais concernés qui font la mise en œuvre de ce programme-là. Alors, SG, je voudrais qu'on finisse cet entretien sur cette question du paiement à terme échu des pécules, mais avant, juste pour revenir sur la question de ce nouveau programme et beaucoup plus encore sur les revendications, on a constaté depuis un certain temps, en tout cas depuis plusieurs années, qu'à chaque fois, pratiquement, vous, les syndicats du secteur de l'éducation, vous avez toujours boycotté les rentrées. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cette année pour que finalement vous acceptiez d'aller à la rentrée? Ou bien les différents points de revendication ont été tous satisfaits? Non, malheureusement, c'est parce qu'il n'y a pas eu, les points n'ont pas été satisfaits que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons envoyé la correspondance pour rencontrer le ministre de l'enseignement primaire, puisque nous avons ces questions de recrutement, les questions du paiement à terme échu, la question des enseignants qui ont été révoqués suite à l'évaluation, qui ont répondu à un mot d'ordre des organisations syndicales. Et vous savez que c'est contraire en tout cas à la législation en vigueur. À cause d'un mouvement, on ne peut pas licencier quelqu'un. Alors, ils ne sont pas satisfaits, mais vous n'avez pas boycotté. J'arrive, on n'avait pas boycotté et ce n'est pas la seule année que nous n'avons pas boycotté. L'année passée également, nous ne l'avions pas fait. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque fois quand nous boycottons ces rentrées-là, tous les problèmes de l'éducation, on dit que non, c'est les syndicats qui ne veulent pas. C'est parce que les syndicats ont boycotté qu'il y a eu toute cette situation. Et nous avons dit,
au lieu de boycotter, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour nous en tant qu'organisation syndicale, même pour notre crédibilité, qu'on laisse le gouvernement organiser sa rentrée? Et là, l'opinion sera en tout cas témoin de la non-préparation de la rentrée. Et voilà aujourd'hui que nous sommes confortés dans notre position, puisque l'opinion nationale et internationale, et même les partenaires, ont constaté que la rentrée n'a pas du tout été préparée. Donc on ne peut pas aujourd'hui nous accuser. Mais le terrain est là, et comme nous l'avons dit, nos revendications sont là. Et puisque un mois après la rentrée, on ne peut plus parler de rentrée, donc maintenant nous sommes en devoir, nous en tant qu'organisation syndicale, de nous réveiller, de nous battre par rapport à ces revendications. Surtout que dans ces revendications, vous avez beaucoup d'engagements qui ont été pris, qui n'ont jamais été honorés. La question du paiement à terme échu. Je viens de vous dire que les pécules du mois de septembre ont été payés seulement cette semaine. Donc enfin du mois de septembre à fin octobre. Mais vraiment sur cette question, qu'est-ce qui explique ça selon vous? Parce qu'on a vu quand même la solution de Niger Post pour un peu solutionner ce retard dans le paiement des pécules, mais ça reste toujours antique. Monsieur Idrissa, c'est la mauvaise volonté des agents qui ont en charge le paiement des pécules des enseignants. Sur toute la chaîne, je ne dis pas seulement que c'est Niger Post, je vais revenir au cas de Niger Post, mais c'est sur toute la ligne du ministère de l'enseignement primaire, le ministère des Finances et Niger Post. Parce que, si vous vous rappelez, en octobre passé, lorsque le ministère avait forcé les contractuels à domicilier, ou pas domicilier, mais à ce que le paiement puisse être transféré au niveau de Niger Post, c'était effectivement, ça fait partie des points, en tout cas chercher le paiement à terme échu. Parce que pour eux, en renvoyant le paiement, Niger Post allait créer les conditions pour que les enseignants puissent avoir leur pécule à temps. Malheureusement, chemin faisant, nous avons constaté que ce n'est pas ça l'essentiel. Puisque sur les deux points que nous avons accepté d'y aller, c'était d'abord qu'il y avait ce paiement à terme échu, mais également de pouvoir toiletter le fichier des enseignants contractuels pour que nous puissions avoir l'effectif réel des enseignants contractuels sur l'échelle nationale. Malheureusement, c'est vrai que le toilettage a été fait. Aujourd'hui, nous sommes du tout contents parce que nous avons en tout cas à peu près le nombre d'enseignants qu'il y a contractuels, mais par rapport au paiement à terme échu, vous avez constaté que ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Pourquoi? Parce que nous avons approché Niger Post, nous avons discuté avec les responsables de Niger Post. Ils disent qu'ils ne sont pas une banque, ils sont des prestateurs. C'est lorsque on leur fait le virement à partir du trésor, c'est en ce moment seulement qu'ils ont la capacité de pouvoir faire le paiement. Donc ça ne règle aucun problème du retard de paiement, parce que dans le temps, c'était effectivement cela. C'est lorsque le trésor fait le virement que les payeurs allaient prendre l'argent et commencer le paiement. Si Niger Post doit faire la même chose, mais pourquoi bon sang maintenir les enseignants, en tout cas au niveau de Niger Post? Et surtout que les responsables, que Dieu m'en garde, mais de Niger Post ne respectent pas les contractuels. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles ce paiement intervient. Mais pire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, lorsque Niger Post paye les contractuels, tout le Niger est informé qu'on va payer les contractuels. Et vous ne savez pas les dangers que nous courons. Les contractuels qui sont dans les zones d'insécurité, qui prennent leur moto, qui viennent dans les centres urbains chercher leur pécule. Au retour, on a eu plusieurs cas d'attaque. On attaque les camarades. Il y a des enseignants ici de la localité de Torodi à qui on a pris et leur argent et leur moto, et les bandits sont partis avec. Seulement parce qu'on a informé que tel jour, c'est telle localité qui sera désintéressée par nous. C'est vrai, parce que généralement Niger Post publie sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on fait des messages pour dire non, tel jour, c'est telle localité, les enseignants de telle localité qui seront payés. Mais nous ne sommes pas les seuls sur les réseaux sociaux. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, y compris les bandits dont on est en train de dire. Alors, pour revenir sur la question de Niger Post, moi je pense que la solution, il va falloir qu'on aligne le paiement des pécules sur le même serveur que les salaires. Tant que c'est la fin du mois, il faut alimenter les deux. On alimente automatiquement et en ce moment on n'a pas ce problème-là. Et l'autre aspect, c'est qu'il faut libérer les enseignants. Il ne faut pas forcer les enseignants à rester dans une seule banque, même si c'est une banque, et qu'on dise que c'est seulement Niger Post qui peut le faire, alors que Niger Post n'a pas l'argent pour payer les pécules s'ils n'ont pas fait le virement. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, il ne sert à rien d'être dans un endroit où à la fin du mois, même s'il n'y a pas salaire, même s'il n'y a pas eu les pécules, même si vous avez besoin d'une avance, on ne peut pas vous donner. Parce qu'il n'y a rien qui lie les enseignants à Niger Post. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune convention, il n'y a aucun accord entre Niger Post et ces enseignants-là. Et voilà que récemment, le mois d'août et de septembre, Niger Post vient unilatéralement imposer des tenues de compte, les frais de tenue de compte, ils les ont mis. Bien que en octobre passé, ils nous ont dit qu'il n'y a pas de frais de tenue de compte. Mais maintenant, ce n'est même pas les frais il y a les dépôts minimums qu'ils enlèvent chaque mois, de 3 000 francs. Sur chaque pécule. Mais c'est un problème. Sans l'accord de l'enseignant, sans l'accord du contractuel, parce que le contractuel n'a
pas domicilié encore son pécule là-bas. Il ne l'a pas domicilié. C'est juste parce qu'on a dit c'est un temps. Et même l'essai qu'on a donné, on a dit c'est en 3 mois. En 3 mois, on va finir la phase d'essai et on va libérer chacun dans la banque ou l'institut de son choix. Mais celui qui veut rester à Niger Post peut rester. Mais puisqu'on a fait 1 an, d'octobre en octobre, je pense qu'il faut qu'on arrête. Et nous l'avons dit récemment quand j'ai eu la chance d'être à la réunion au Conseil national du travail, représentant notre centrale d'affiliation. On a posé ce débat-là avec le Premier ministre. On a dit il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on libère. Et même ils sont surpris. On nous dit que ce n'est pas un problème de liquidité, que c'est les États. Mais du moment où ce n'est plus au biétage, les États ne doivent pas causer de problème. Et c'est le même fichier. D'octobre 2018 à octobre 2019, on s'est dit normalement on ne doit pas avoir ce problème. Le toilettage a été fini en 3 mois. Les pécules ou les États qui ont permis de payer juin, juillet, août devraient quand même payer les autres mois. On ne doit pas nous dire parce qu'il n'y a pas encore eu de nouveaux enseignants recrutés. C'est même maintenant qu'ils veulent recruter de nouveaux enseignants. Il n'y a pas eu de nouveaux enseignants recrutés. Il n'y a pas eu de départ. Et même s'il y a des départs, ça ne doit pas impacter sur le paiement des pécules. Donc pour moi, c'est juste une question de mauvaise volonté de pouvoir finir avec cette question de paiement à terme. Merci beaucoup, Moukela Halidou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SINASEP, c'est le syndicat national des enseignants contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous parler de toutes ces préoccupations des enseignants, surtout les enseignants contractuels. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Bon début de semaine.